ils se comprennent bien finalement l'un et l'autre. Mais dans tous les cas, ce sont que des rôles, ce ne sont pas des identités, ce ne sont pas des réalités, ce sont des rôles qui permettent de se faire croire des choses. Donc l'idée c'est de se rôder, c'est de devenir un explorateur de ce mécanisme, de ne pas s'en vouloir surtout, parce que c'est vraiment quelque chose d'humain. Mais par contre, honnêtement, les bénéfices secondaires de ce truc-là, au bout d'un moment, quand on commence à vieillir, on en a marre, quoi. Bonjour à tous, j'ai à cœur de faire une vidéo en réponse à une question que j'ai eue dans un des commentaires d'une de mes dernières vidéos concernant le triangle de Karpman, qui est le fameux triangle dramatique du bourreau, victime, sauveur, ou persécuteur, victime, sauveur. Sachant que le sauveur et le persécuteur se trouvent en bas du triangle et que la victime se trouve en haut. Et il y a une bonne raison à cela, c'est que la victime, dans ce jeu, puisque c'est un jeu qu'on n'est pas forcé de jouer, mais qu'on joue souvent inconsciemment, dans ce jeu, la victime, sans elle, les deux autres, ils n'existent pas vraiment en fait. Donc elle a besoin d'exister, la victime, pour que le persécuteur et le sauveur soient là, soient en jeu, et qu'ils se rencontrent du coup. Il faut savoir que c'est dans nos relations énormément en jeu. Et c'est inconscient, évidemment. On se retrouve régulièrement dans ces jeux. Ce sont un peu des jeux de pouvoir quelque part, des jeux de domination, et surtout, c'est un jeu dans lequel on n'est pas si mal quelque part. On n'a pas vraiment envie de sortir de ces rôles-là, quelque part. Et c'est intéressant de comprendre qu'au bout d'un moment, je crois qu'il doit y avoir chez certains une saturation de ce genre de relationnel qui mène à rien, qui mène jamais à rien, si ce n'est soit à des drames, soit à des ruptures, des séparations, soit à des conflits incessants, où il y a zéro résolution. Donc voilà. Donc comment en sortir? C'est l'idée de cette vidéo. Alors, on joue donc tous à ce jeu du triangle. On passe souvent de l'un à l'autre, hein, dans un même contexte, dans une même situation donnée. Il se peut qu'on change de rôle. Mais dans notre vie, on a un rôle assez privilégié quand même. Il y en a un qui se démarque, ou la victime, ou le bourreau, le persécuteur, ou le sauveur. Si on est un petit peu honnête envers soi, on n'aura pas trop de mal à l'identifier quand même. Rapidement, si on se demande comment ça se fait qu'on en est venu à fonctionner comme ça, parce que depuis qu'on est petit, on le voit dans les contes de fées, dans le relationnel, dans les films, dans les scénarios des dessins animés de Walt Disney notamment. Et donc on est picousé à ça. Et puis ça donne un petit sentiment de vivre. Et quand on est, un peu en survie dans sa vie, quand on n'est pas vraiment connecté à soi, et je dis pas que c'est facile, c'est pas du tout une leçon de morale, mais réellement, quand on n'est pas connecté à soi, quand on n'est pas dans son alignement, je dirais, forcément, on va avoir besoin d'une forme d'adrénaline, et cette forme d'adrénaline, on peut facilement la trouver là-dedans, dans ce fameux triangle. Pourquoi? Parce que forcément, ça donne du rebondissement, ça fait bouger des choses. C'est un triangle qui nous donne la sensation en fait d'avoir une vie, d'avoir un rôle. Et effectivement, on a un rôle, puisque c'est comme une pièce de théâtre, ce truc-là. Alors, on va regarder ces rôles un peu en détail, comme ça nous aidera à comprendre comment les accepter, comment accepter d'être dedans. Y a bien de bonnes raisons pour lesquelles on rentre dedans, on n'est pas complètement con non plus. Outre le fait de donner un peu de piment à sa vie, il y a d'autres bénéfices, les fameux bénéfices secondaires. On va les regarder au départ, celui de la victime, la fameuse victime sans qui tout n'existerait pas. Alors, être victime, ça a beaucoup d'avantages. C'est difficile pour la victime de sortir de son rôle, parce que la victime, ça lui permet d'avoir de l'attention, d'être une victime. On accorde beaucoup d'attention aux victimes. Il suffit de regarder autour de soi. Voilà. Quand on est victime, en général,
on prend soin de nous, on attire l'attention. Et comme en général, les gens qui se comportent beaucoup en victime, donc ceux qui ont vraiment ce rôle-là de manière prépondérante, c'est le rôle un peu principal de leur vie, elles ont du mal en général à aller ressentir quels sont leurs besoins, à les connaître et donc à les nourrir, ces besoins. Et bien de ce fait, c'est pratique parce que du coup, auprès du sauveur, elles peuvent trouver ce moyen de ne pas avoir à s'occuper de leurs besoins et de trouver quelqu'un qui va trouver leurs besoins et qui va les nourrir. Voilà, donc ça c'est un des bénéfices. L'autre bénéfice, il y a encore 2 bénéfices. Alors le deuxième, eh bien tout simplement, la victime elle peut se plaindre. Elle a le droit de se plaindre puisque c'est une victime, logique. Donc la plainte là, elle est acceptée. Elle est soi-disant logique et elle est acceptée. Alors j'ai envie de préciser que pour ma part, je pense que réellement il nous arrive d'être victime quelque part. Je sais pas, moi, il y a un tremblement de terre. On peut pas vraiment dire qu'on n'est pas victime quand on se retrouve dans les décombres ou voilà, qu'on est blessé ou etc. Donc on est victime à certains instants. Mais si on reste victime, là, c'est là où c'est vraiment problématique. Voilà, je voulais faire cette petite aparté parce que c'est quand même important de ne pas dénigrer des contextes et des situations dans lesquelles on peut revêtir des rôles. L'idée, c'est juste de ne pas s'enfermer dans un rôle, quel qu'il soit d'ailleurs, dans notre vie. Et la victime, elle ne veut pas reconnaître ses responsabilités. En 3e lieu, elle ne reconnaît pas ses responsabilités et de ce fait, elle n'a pas d'effort à faire. Elle n'a rien à changer, elle n'a pas à se remettre en question et ça lui évite d'avoir tout ce travail, tout ce côté un peu chiant d'avoir à changer, bouger des choses. Et ça fait 3 choses qui donnent pas du tout envie de sortir du rôle. Vous imaginez bien. Ce qui est cool aussi de ce fait-là, c'est qu'en fait, elle a l'image de l'irréprochable, et forcément le bourreau, il a l'image du mal, du mauvais. Donc c'est très binaire en fait. Voilà, ça fait rester dans des systèmes qui sont binaires, qui sont duels, et la vie elle n'est pas comme ça marche pas comme ça. Et donc la victime, elle se reconnaîtra, si elle le souhaite, ou on la reconnaîtra facilement, parce qu'elle a des phrases assez généralistes et plaintives et souvent négatives, en fait. C'est toujours un peu le Calimero de l'histoire, et il y a beaucoup d'impuissance et d'impossibilité répétées dans ces phrases. Et c'est toujours les autres qui sont en cause, ou le contexte qui est en cause. En gros, elle peut jamais trop être créative et être actrice de sa vie. Donc il y a cette forme d'impuissance qui revient, la plainte, l'impuissance répétitive. Voilà, donc une fois que ce truc-là il est en place, il faut un sauveur, évidemment. Et il va s'empresser d'arriver, parce que lui il aime jouer son rôle. Et il faudra bien sûr un persécuteur. Il faudra bien que quelque chose soit en cause et quelque chose soit la cause de cette malheureuse situation qui nous met en position de Calimero. Voilà, maintenant parlons un peu du rôle du sauveur. Donc lui, le sauveur, il a besoin d'exister aussi, et il va aussi avoir des bénéfices secondaires de par son rôle. Alors, le sauveur, il a une belle image. Il a l'image du héros, donc c'est gratifiant vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Et c'est en plus, du coup, il y a quelqu'un qui est un peu dépendant de lui. Si c'est lui qui sauve, l'autre il est dépendant. Et c'est une très belle manière, consciente ou inconsciente, d'avoir le contrôle sur l'autre en fait. Et là on est dans un rôle manipulatoire en réalité. Donc gratifiant peut-être, mais manipulatoire surtout. Et puis ce que ça laisse à penser dans le jeu, c'est que l'autre il n'est pas capable de s'occuper de lui, qu'il est impuissant finalement, que sans nous, il est rien, il est incapable en fait. Alors, si vous vous sentez dans ce rôle de sauveur, moi c'est un rôle qui me parle pas mal quand même. Je les connais bien tous, mais celui-là, je m'y sens quand même à l'aise. Je m'y sentais à l'aise, je crois que je commence un petit peu à en sortir. Bon, petit clin d'œil. En tout cas, c'est souvent une ancienne victime, le sauveur. Et donc du coup, justement, il ressent bien ce que c'est
de se sentir en impuissance, de se sentir en incapacité, d'avoir du mal à prendre ses responsabilités, à être acteur de sa vie, à ressentir un contexte dans lequel on se sent affligé, donc par un éventuel bourreau ou un contexte qui n'est pas sympa. Et du coup, il peut très bien se mettre vite à la place de ça. Et donc du coup, ça l'arrange de changer de rôle, de squeezer. Hop, je suis plus la victime, je suis le sauveur. Mais le problème, c'est qu'on reste toujours dans le même... on reste dans le même triangle, on reste exactement dans le même jeu. Donc c'est la même chose en fait, il n'y a rien qui change. C'est un peu con. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait ça lui permet de ne pas s'occuper de lui. Donc quelque part il prend pas non plus complètement ses responsabilités. Il s'occupe de quelqu'un d'autre. Mais pendant ce temps-là, il s'occupe pas de ses besoins à lui. Il se fuit en réalité, le sauveur. Donc c'est peut-être pas si gratifiant au bout du compte. Alors du coup, il a aussi intérêt à rester dans le jeu, lui, parce que ça le fait exister. Ce rôle de sauveur le fait exister. Parce que si il n'a plus personne à sauver, ou à aider, ou à intervenir dans la vie de l'autre pour y avoir une place, il est qui? Il est qui? Et s'il ne s'occupe pas de ses besoins, il ne prend pas sa place. Donc ça nécessiterait qu'il devrait s'occuper de ses besoins et prendre sa place. Mais s'il se considère au fond de lui comme n'ayant pas la légitimité de prendre sa place et de se donner droit d'avoir une vie, une vraie, sans être l'étiquette du héros et du sauveur qui est là pour le monde et sans qui rien ne pourrait aller vraiment bien. Donc c'est un point de vue vraiment, vraiment très intéressant. Alors, je voudrais faire une petite nuance par rapport au sauveur, tout comme je l'ai fait pour la victime. Le rôle de victime, il ne s'agit pas de dire que ça n'existe jamais d'être victime, sinon le mot n'existerait pas en lui-même. La problématique du sauveur, c'est qu'en fait, fondamentalement, en réalité, il n'agit pas vraiment, puisqu'il n'aide pas l'autre à trouver ses ressources, ses propres ressources, à faire appel à ses forces, à ses ressources, à devenir autonome. Mais par contre, si on voit certaines professions, comme, je sais pas, les infirmiers, les gens qui pratiquent la médecine, les pompiers, enfin voilà, des gens qui vont intervenir auprès des autres pour les aider, s'il y a une aide qui est apportée, qui est vraiment concrète, dans un contexte où l'autre ne peut vraiment pas s'occuper de lui, du tout, qu'il ne peut pas faire appel à ses propres ressources et être autonome sur ce coup-là, là c'est complètement différent. Mais le sauveur, en réalité, il a plus le rôle et l'identité du sauveur que réellement la personne qui apporte la pierre à l'édifice, parce que la pierre de l'édifice, c'est de rendre les gens autonomes. C'est ça, la vraie aide, si on veut vraiment accompagner quelqu'un. Ça me fait penser à l'expression qui dit si tu veux... vaut mieux plutôt que de donner du poisson à quelqu'un, il vaut mieux lui apprendre à pêcher. C'est exactement le même truc. Donc voilà, c'est un petit peu rude pour l'ego de se rendre compte de ça quand on est facilement dans un rôle de sauveur parce que c'est un rôle qui est très très gratifiant en fait. Tout comme pour la victime, c'est vachement sympa parce que tu peux un peu te reposer, obtenir de l'attention facilement. Le sauveur, t'as cette gratification et c'est dur d'en sortir. Donc voilà, mais je pense que ça vaut le coup. Bon du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous l'avez bien compris, ils sont tous dépendants les uns des autres. Et oui, forcément le sauveur, pour qu'il existe, il faut qu'il y ait la victime et il faut qu'il y ait le persécuteur. Sinon il n'y a personne à sauver et il n'y a pas de méchant de qui sortir les griffes de l'un de l'autre. Vous voyez. Et oui, c'est un jeu qui se joue à 3. Alors maintenant, on va arriver sur le persécuteur, le fameux bourreau de l'histoire. Donc lui, souvent, c'est un ancien sauveur qui n'a pas réussi à vraiment sauver. Il n'a pas réussi finalement à obtenir cette bannière, cette étiquette de héros. Ça n'a pas marché. L'autre, il s'est pas laissé embarquer dans le truc. Enfin bref, peu importe, ça n'a pas pris. Donc du coup, il les a là, quoi. Et c'est dur à encaisser, parce que du coup, il n'existe plus. Et donc, du coup, il va vouloir imposer son pouvoir sur l'autre, et il va plus s'occuper que de lui et ses besoins. Et il faut bien aussi qu'il tire une gratification, lui. Et la gratification, c'est le pouvoir sur l'autre et le contrôle sur l'autre.
même si c'est illusoire, bah, c'est ce qu'il ressent et c'est ça qui le fait rester dans ce rôle de persécuteur. Ça peut aussi être une ancienne victime qui décide de se protéger ou de se venger. Ça peut aussi être le cas. Donc l'idée, c'est de rendre l'autre inférieur, d'ironiser, de le culpabiliser, de mettre l'autre un peu en position basse, voire même, si on part dans des situations extrêmes, d'être carrément violent et de prendre le contrôle. Il y a vraiment une négation totale en fait de l'autre et de l'existence de l'autre et des besoins de l'autre. Il n'y a plus que soi qui existe et il faut faire sa place d'une manière ou d'une autre. Donc allons-y, c'est ça l'idée. Alors, on y va aussi à base de dévalorisation, d'humiliation, voilà. Toutes ces choses-là, c'est facile à comprendre, hein, le rôle du bourreau. Donc il en tire bénéfice parce que sur le moment, il se sent puissant et c'est une manière peut-être d'éviter une forme d'image de soi, de faiblesse, d'avoir l'impression d'avoir le contrôle et de ne pas être biaisé. Bon, ce qui se passe surtout, c'est qu'en fait souvent il est pétrifié de peur, hein, le bourreau, face aux relations. Et donc du coup, il faut qu'il se trouve une personne victime, une personne qui ait cette stature de victime. Donc qu'il soit pas, comment dire, qui ait besoin, qu'il soit un peu dépendante quelque part. Ça assoit beaucoup plus facilement sa place de bourreau. Ils se comprennent bien finalement l'un et l'autre. Mais dans tous les cas, ce sont que des rôles, ce sont pas des identités, ce sont pas des réalités, ce sont des rôles qui permettent de se faire croire des choses. Bon, le bourreau, ça peut être une personne, mais c'est aussi une situation, un contexte. Ça peut être un handicap, ça peut être plein de choses. Une maladie, une addiction, quelque chose qui vient nous empêcher et dont on se sert quand on est la victime pour rester dans sa situation de victime qui nous donne des bénéfices secondaires. Donc c'est être attentif à ça, que si on se trouve en position de victime, allez regarder que le bourreau c'est pas forcément une personne. Donc allez regarder peut-être ce qui peut faire office de bourreau si on se comporte facilement en victime. Et bien sûr, on peut changer de rôle parce qu'au bout d'un moment, quand on est arrivé au bout d'un rôle et que ça tourne un peu en rond, on veut pas sortir du triangle parce qu'il offre des bénéfices, donc on va sortir de ce rôle mais rester dans le triangle et bouger de rôle. Pour en attester, je vous donne une petite phrase par exemple que j'ai trouvée sur internet, sur un article qui m'a donné énormément de clics pour pouvoir vous faire cette vidéo. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans le descriptif de la vidéo, parce que c'est vraiment ça a été une grande aide pour moi pour obtenir cette logique et cette trame d'informations pour répondre à la question qui m'a été posée. Donc, par exemple, un sauveur fatigué de ne pas voir la victime le laisser agir deviendra persécuteur. Ou bien, la victime lassée de voir le sauveur tout décider choisira d'être persécuteur. Le persécuteur adapte ensuite son rôle en fonction de ce changement. Si le sauveur devient persécuteur, le persécuteur deviendra sauveur. Ou si le sauveur est rejeté par la victime, il deviendra victime lui-même et la victime persécuteur. Et voilà, comme quoi c'est vraiment un jeu, c'est vraiment un théâtre et regardez dans vos vies à quel point c'est récurrent. Et quand je dis vos vies, je parle aussi de la mienne. Ça va super vite à aller dedans. Donc l'idée c'est de se roder, c'est de devenir un explorateur de ce mécanisme, de ne pas s'en vouloir surtout, parce que c'est vraiment quelque chose d'humain. Mais par contre, honnêtement, les bénéfices secondaires de ce truc-là, au bout d'un moment, quand on commence à vieillir, on en a marre, quoi. On aspire à autre chose. Donc la responsabilité, ça offre beaucoup plus de bénéfices, même si ça demande des efforts, parce qu'effectivement, quand on s'est habitué à rentrer dans ces mécanismes-là, il va falloir œuvrer un peu pour en sortir, si on le veut vraiment. Alors, on y va. Comment sortir de ça ?